Merci d'être toujours avec nous pour cette troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Grégory Sileni, Adam Azeissi et Jean-Marie Talley. Zoom à présent sur les mutilations génitales. Chaque année, près de 3,9 millions de jeunes filles sont susceptibles de subir des mutilations génitales dans le monde et la croissance démographique devrait faire grimper ce chiffre à 4,6 millions de personnes en 2030. Alors le Tchad, qui est un des pays concernés par ce phénomène, a décidé de prendre le problème à bras-le-corps avec une campagne Tolérance Zéro. Je vous propose de regarder ensemble ce reportage de notre correspondant Mohamed Ramadan, commenté par Marie-Colette Babasagana, et on en parle juste après. Au Tchad, environ 40% des jeunes filles ont subi des mutilations génitales malgré les conséquences sanitaires qu'engendre ce phénomène, d'après un récent rapport de l'UNICEF. Pour lutter contre ce fléau, les organisations de la société civile ont organisé du 6 au 10 février 2019 une vaste campagne de sensibilisation contre l'excision des filles. Pourquoi les gens le pratiquent? Parfois c'est par habitude, par suivisme, je dirais même par ignorance. Et comme ils disent que c'est dans leur culture, ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi ils le font. Il m'est déjà arrivé de faire mes enquêtes et de poser des questions pourquoi elles pratiquent l'excision. La seule réponse, c'est on le fait parce que les ancêtres l'ont fait, c'est tout. Selon les organisateurs de la campagne, les mutilations génitales provoquent les infections des organes génitaux qui peuvent être à l'origine de stérilité. Mais en dépit de l'existence de plusieurs lois pour lutter contre ce fléau, ce phénomène associé aux rites et aux traditions persiste à travers le pays. L'État a mis ces outils en place, donc ils doivent les utiliser. Mais ils ne les utilisent pas pour des raisons que eux seuls peuvent connaître. Il faudrait qu'à partir de maintenant, qu'ils le fassent. Notre sensibilisation consiste justement à aller vers ces autorités juridiques pour leur dire que si la loi existe, on doit l'appliquer. Tout au long de la campagne, des spectacles de danse traditionnelle et musique rituelle ont été présentés pour faire comprendre au public qu'on peut se passer de l'initiation à l'excision génitale. Monsieur Sileni, on l'a entendu, encore 3 millions de jeunes filles subissent des mutilations génitales chaque année. Pourquoi cette pratique est-elle encore autant répandue ? Je crois que ça a été dit à juste titre dans le reportage, c'est qu'on met toujours, on explique toujours ces pratiques-là sous l'étiquette, ou en tout cas sous le mot de la tradition. Je pense que les sujets comme ceux-ci sont un peu minorés ou toujours pris, on va dire, en second rang. En tout cas, ne sont pas dans les priorités d'un État et des pouvoirs publics. Or, je pense que finalement, le développement d'un pays passe obligatoirement par la résolution de ces thématiques-là, ne serait-ce que pour l'évolution de la société, ne serait-ce pour créer des dynamiques et surtout pour sortir, on parle beaucoup de développement, de changement, tous ces mots-là qui sont très attractifs et attrayants, mais au final, les choses qui sont un peu ancestrales et traditionnelles, qui ne permettent pas l'évolution de notre société, on n'y accorde pas une importance primordiale. Et ça, je trouve ça fort regrettable. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une conscientisation des présidents et des chefs d'État africains sur ces questions-là. Et je pense aussi que la femme a une grande place, bien évidemment, pour jouer son rôle. On est dans des sociétés maintenant où il y a beaucoup d'influence, où on peut faire beaucoup de lobbying, où le lobbying peut se faire via les réseaux sociaux, etc. Toutes ces campagnes-là sont les meilleurs moyens, en tout cas, pour pouvoir influer les pouvoirs publics, pour que ça devienne une priorité dans les sociétés africaines. En l'occurrence, on sait qu'il y a beaucoup de pays, en l'occurrence la Guinée, qui touche à 97%, et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest notamment, ou Afrique de l'Est aussi. Alors Jean-Marie, il y a donc un certain laxisme de la part de nos dirigeants dans la lutte contre ce phénomène qu'on peut qualifier de fléau. Pourtant, les conséquences, en fait, peuvent être terribles. Au-delà du mot laxisme, pour lequel je pense que vous êtes très gentil quand vous dites ça, il y a une inconscience qui frise, j'allais dire, un peu la méchanceté. Parce que vous voyez, on traumatise la jeune femme africaine dès sa naissance, sous couvert des pratiques culturelles ancestrales
qui sont surannés, qui sont dépassés aujourd'hui. Vous savez que d'ici quelques années, déjà actuellement, plus de 65% de la population africaine a moins de 45 ans. Or, quand on voit ce qui se passe au Tchad, comme ça se passe dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, voire même, je pense, en Afrique du Nord et d'Afrique de l'Est, on voit ce qui se passe au niveau des jeunes filles qu'on traumatise autant. C'est la même chose que vous avez des albinos qui sont poursuivis, pourchassés, qui sont tués à outrance un peu partout. Et qu'un État se lève et dit « j'ai mis en place un plan ». Et de temps en temps, on fait une sensibilisation, et puis ça passe, ça dure quelques temps, et puis c'est retombé, on fait une grande animation. Non. Si on veut vraiment combattre cela, et qu'on a des dirigeants qui sont visionnaires, qui sont un peu responsables, et qui comprennent la souffrance de l'enfant, parce que c'est une atteinte aux droits de l'enfant, et par-delà aux droits de l'homme. Ça ne sert à rien d'aller adhérer aux grandes organisations qui défendent les droits de l'homme quand on ne les exécute pas, on ne les met pas en application. Donc à partir de ce moment-là, ce n'est pas simplement une sensibilisation ponctuelle, mais c'est une sensibilisation permanente et une inscription de cette sensibilisation dans l'éducation dès la base de toute personne qui vit dans ces environnements où ça se fait. On doit les avoir dans les programmes scolaires, cette sensibilisation, pour dire que ça ne se fait pas. Et maintenant, la sensibilisation doit être permanente, partout et par tout temps, suivie maintenant de la sanction pénale. Il ne suffit pas seulement de dire qu'il y a la loi si vous le faites, non. Maintenant, vous savez, la culture africaine étant une culture orale, il faut expliquer. Et dans la sensibilisation, il faut de l'explication avant le bâton. Donc à partir de là, faire comprendre aux gens, aux parents qui le pratiquent ou aux personnes qui sont adeptes et qui sont accrochées à ce type de pratiques malheureusement malsaines et assassines, j'allais dire, mais qu'on leur fasse comprendre que le monde a évolué et que ceux qu'ils ont en face sont certes des enfants, mais c'est des êtres humains qui ont besoin d'avoir des perspectives pour évoluer, pour grandir. Et à partir de ce moment-là, qu'on ne les réprime pas immédiatement, mais qu'on les sensibilise, qu'ils comprennent le pourquoi de cette cause. Ensuite, qu'on en fasse des ambassadeurs. Les campagnes de sensibilisation se sont révélées plutôt inefficaces. Hein, c'est inefficace parce que c'est ponctuel, c'est mal organisé, c'est ponctuel. C'est plutôt des séances de fête, comme vous avez vu. Mais quand on fait une sensibilisation véritable, on n'est pas là pour danser, on n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour jouer, on est là pour défendre une cause. Et ça doit être, il l'a dit tout à l'heure, mais ça doit être une cause nationale, une priorité nationale, effective et réelle, et de manière permanente. Mais qu'on l'inscrive dans le programme, tel que, à la limite même le programme de gestion de l'État, sur une mandature de manière définitive, mais qu'on l'inscrive et qu'on le défende réellement. Mais quand vous le faites de manière ponctuelle, une fois par an, une fois tous les 2 ans, ainsi de suite, vous dégagez des budgets, les gens s'amusent, ils dansent, ils mangent, ils boivent, et puis terminé, qu'est-ce que vous voulez? Donc à partir de là, il n'y a rien qui leur reste à l'esprit. La seule chose qui reste à l'esprit de ces gens, qui n'ont pas eu le temps de festoyer, c'est la fête qu'ils ont eue, et puis le reste, quand on revient, la réalité reprend le dessus, et on recommence. Monsieur ici, Jean-Marie a parlé de lois, hein, mais des lois existent dans de nombreux pays, mais elles ne sont pas pour autant appliquées, puisque finalement le phénomène... parce qu'il y a la complaisance. Donc du coup, qu'est-ce que vous préconisez, vous, pour lutter Vous pointez du doigt un problème important qui est l'inefficience du dispositif législatif et judiciaire. À savoir qu'aujourd'hui, dans les sociétés africaines, la loi de l'État parfois passe en second par rapport à la loi tribale et ancestrale. À savoir que la coutume aujourd'hui est quelque chose qui prédomine dans ces sociétés et qui est le référentiel auquel les gens s'attachent d'abord avant de s'adapter à ce qui est requis par la société. Or, aujourd'hui, malgré l'évolution, par exemple en prenant le cas du Tchad, malgré la mise en place d'une loi qui est assez stricte à ce niveau, les gens ne s'y réfèrent pas, estiment qu'aujourd'hui leurs parents, leurs grands-parents et tout leur entourage préconisent d'aller dans ce sens. Donc c'est ce sens pour eux qui est le vrai, et donc ils ne doivent pas transiger et ne doivent pas s'écarter. Donc là, c'est vraiment des actions qui doivent être menées au niveau local, au niveau des personnes qui sont influentes au niveau local, c'est-à-dire les chefs de tribu ou les personnes qui sont des sages, qui sont les référents, qui doivent transmettre le message localement et faire mûrir ces gens sur ces éléments. Parce que le fait de faire venir des personnes d'organisations, d'ONG ou d'associations pour organiser des sessions ou des activités pour faire passer le message, ça ne passe pas suffisamment bien. Il faut mettre les leaders religieux à contribution. Qui rentre vraiment dans les mentalités, dans
dans les mœurs, et il faut que ça vienne de personnes qui sont influentes, qui sont d'autorité. Donc c'est ça le point. Le Burkina Faso l'a d'ailleurs fait, hein, puisque le chef spirituel de la plus grande communauté, les Mozi, s'est déclaré contre l'excision, et cela a eu directement un impact sur effectivement. Il met le doigt sur la façon de communiquer, la façon de sensibiliser. Il y a la méthode qui va avec. Et puis il y a le langage. Et le langage il y a le langage, la langue qui va avec pour que les gens comprennent mieux. Effectivement, structurer la façon de sensibiliser, comme vous l'avez dit, ça veut dire que ça tient compte de la constitution culturelle, sociale, sociologique de l'Afrique et des populations africaines. Si on vient saupoudrer du haut comme ça, vous avez les chefs en question, donc les chefs traditionnels ou les chefs qui vont, à la limite, on peut vous dire, mais continuez à raconter vos histoires, ça ne nous intéresse pas. Mais le fait d'avoir un travail de fond qui permette que ces gens-là soient eux-mêmes devenus des ambassadeurs pour défendre cette cause-là, ça devient beaucoup plus intéressant. Comme vous l'avez dit, donc certainement au Burkina Faso, ça marche de plus en plus et qu'on donne maintenant ensuite des moyens à ces personnes-là pour faire comprendre aux autres, en tout cas pour diffuser au plus grand le message en question. Mais qu'on ne perde pas de vue que c'est de la jeunesse africaine dont il s'agit et c'est de la jeunesse de demain. Le monde avance, le monde a besoin d'eux, l'Afrique se construit, l'Afrique doit se construire avec eux. Il faut qu'on évite simplement de laisser nos dirigeants, qu'on les laisse détraumatiser à outrance, alors qu'on a la capacité d'arrêter tout ça. Monsieur Célény, allez-y. Une telle question, il ne faut pas oublier et négliger le fait que ça renvoie à la politique d'éducation des États. Par ailleurs aussi, c'est une question identitaire. Donc ça veut dire qu'autour de cette question-là, on doit rassembler, ça a été dit tout à l'heure, avec une coordination des acteurs, c'est important, mais il y a aussi une coordination entre les populations des villes et les populations rurales. Donc il faut que tout le monde soit associé dans cette question-là qui touche beaucoup les jeunes, sachant qu'on a un continent très jeune. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais, même si je pense qu'il y a un système pyramidal de communication, c'est-à-dire que la communication, évidemment, elle est différente entre les populations rurales et les populations citadines, et les recours vont être totalement différents. Mais je pense qu'il faut vraiment en faire une question sociétale et une question nationale au niveau identitaire. C'est de là que les ressorts pourront permettre en tout cas de basculer vers une modernisation et surtout à arrêter et abroger de telles pratiques qui ne sont pas tenables dans nos sociétés. Alors, Jean-Marie, il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais qui est quand même pas négligeable et qui peut peut-être expliquer aussi le fait que ce phénomène ne recule pas, c'est que c'est devenu finalement même un business lucratif pour certains. Malheureusement, c'est triste à le dire ou à le révéler parce qu'il y a des gens qui en font commerce. Vous avez soit des vieilles mamans qui sont affublées de titres de l'ancienne qui sait mieux le faire, et dans des pratiques qui sont sordides, dans des conditions, déjà que ça ne doit pas se faire, mais alors quand ça se fait déjà, c'est dans des conditions incroyables, effroyables, avec toutes les infections, toutes les maladies, et il y a beaucoup d'enfants qui en meurent, dont on ne se pose même pas la question, on se dit, ah ben tiens, c'est elle, parce que c'est la culture africaine, c'est le sorcier, il a été... Non, il faut qu'on arrête. On est dans un monde moderne aujourd'hui où les choses sont en général lisibles. Et ces personnes-là, il faut les dénoncer. On ne se fait pas de l'argent sur le dos, en tout cas sur la mort ou sur la santé d'un individu, soit un adulte ou un enfant, pire encore un enfant qui a besoin de vivre, qui naît et qui a besoin simplement de s'épanouir un minimum. Ils ont besoin d'autres épanouissements que ça, c'est-à-dire l'école, la bonne santé, la formation, le travail, ainsi de suite, pour construire l'Afrique de demain. Il faut être moins laxiste, ou en tout cas il faut éviter le laxisme. D'accord avec vous, et là je rejoins votre question tout à l'heure, c'est certes les personnes influentes doivent faire passer le message, mais le dispositif répressif contre les personnes comme que citait Jean-Marie doit être renforcé, c'est-à-dire des sanctions très sévères. Absolument. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup encore. Il y a une maturité législative qui doit venir. Et je pense qu'en faisant travailler ces deux leviers, les choses pourront changer progressivement, mais voilà, et dire ça, dire comme il vient de dire, là, ce n'est pas renier la culture africaine, c'est simplement d'inscrire la culture africaine dans une certaine évolution du monde, dans cette évolution dans laquelle on ne se soustrait pas. L'Afrique ne se soustrait pas à l'évolution du monde, simplement elle prend ce qui est meilleur dans la construction du monde et elle abandonne de certaines de ses valeurs, qui sont des valeurs, entre guillemets, des valeurs attardées, des valeurs surannées, dépassées, ainsi de suite, pour intégrer ce qui est le mieux dans cette construction et donner
donner la possibilité à ses enfants, à ses jeunes ou à sa jeunesse d'être épanouis, d'être fiers, et d'abord fiers de soi, ensuite de participer, de contribuer à la construction de l'effort national de construction de l'Afrique ou de construction de chaque pays. Mais il faut éviter le laxisme. Nos politiques africaines, excusez-moi l'expression, sont très laxistes. Vous avez des hommes de droit qui sont censés appliquer la loi. Mais quand ils arrivent dans leur propre famille et qu'on leur dise que le cousin, la cousine, la tante, et ainsi de suite, a excisé un enfant, alors que c'est un magistrat, c'est un procureur, ils ne poursuivent pas ces gens-là. Vous croyez qu'ils ne les poursuivent pas? Parce qu'on lui fait croire que suivant la coutume, on va te jeter un sort, ainsi de suite, et tout ça, alors qu'il a le droit dans la main, il ne l'applique pas. C'est le laxisme, là, il faut arrêter. On est dans un monde moderne, il faut apprendre aux enfants à rester aussi modernes, et si on veut évoluer vers la modernité en Afrique, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Que ce soit nous qui sommes à l'extérieur de la diaspora ou ceux qui sont à l'intérieur, mais qui comprennent qu'on ne peut pas avancer en restant repliés, reclus sur ces soi-disant valeurs qui n'ont aucun rendement, qui ne rapportent rien et qui ne propulsent que dans le gâchis, qui ne propulsent que dans l'abîme, et surtout de nos enfants, et pire encore de nos filles, de la même chose que vous avez pour les albinos. C'est une cause qu'il faut défendre, il faut arrêter. Ce sont des êtres humains, tous comme des autres. Donc. Et ce sera le mot de la fin. Merci Jean-Marie Talley d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général fiduciaire Fiscofin. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Merci. Monsieur Grégory Sileni. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication de thème Tous ensemble pour Madagascar. Merci pour cette invitation. Et merci à vous, monsieur Adam Azéissi, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes consultant en stratégie. Merci pour l'invitation. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité, vos 10 années de fidélité Africa 24. Vous êtes en effet de plus en plus nombreux à nous suivre quotidiennement et cela fait 10 ans que ça dure. Merci infiniment. C'est à présent la fin de cette émission. Retrouvez dans quelques instants le journal de la rédaction sur Africa 24.